Donc là, on va installer, vous voyez, on va changer de décor parce qu'on va se poser quelques instants pour parler de la durabilité de notre alimentation actuelle après avoir planté un peu le décor du côté de la santé et du côté du bio et des consommateurs. Donc je vais inviter Benoît Biteau à me rejoindre, agronome, paysan bio et député écologiste, ex-européen et actuel député de Charente-Maritime. Et donc Giovanni Prête, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 13 et spécialiste, ça tombe bien, des questions alimentaires et des dynamiques sociales. Alors, c'est toujours important que les gens qui vous écoutent sachent d'où vous parlez. Benoît Biteau, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu votre parcours en quelques mots, puisqu'en 2007, vous avez repris la ferme familiale et vous êtes devenu député. Comment on passe de la ferme au rôle de député? Je vais commencer un peu avant parce que d'abord signaler que je suis un pur produit de la formation agricole, comme quoi faut pas toujours désespérer. Donc je suis ingénieur agronome et mon rêve c'était de devenir agriculteur et j'aurais bien aimé pouvoir l'accomplir à l'âge de 20 ans. Sauf que quand je suis arrivé sur la ferme familiale, mon père nous a dit, à mon frère et moi d'ailleurs, vous avez fait des études, vous avez un beau bagage, allez donc faire autre chose qu'agriculteur. Et de toute façon, moi, j'ai pas envie de partager l'espace de décision. Donc, on est allé voir ailleurs. Et c'est important de le préciser parce que ça m'a permis, dans ma vie professionnelle, d'avoir un parcours de scientifique, de chercheur, et de finalement m'installer sur cette ferme à 40 ans. Avec un autre regard de ce que pouvait être l'agriculture, avec un projet agricole qui intégrait les attentes sociétales et citoyennes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que j'arrivais sur une structure qui était allée très loin dans ce qu'on appelle le modèle agricole productiviste, intensif, industriel, très lourdement endetté, en grave difficulté économique. Et je voulais, c'était un peu ambitieux, mais je voulais faire la démonstration que quand on adopte des pratiques agroécologiques qui conduisent à la certification de l'agriculture biologique, on trouve des réponses économiques, on trouve des réponses écologiques et on trouve des réponses sociales. Et c'est là où ça m'amène vers le parcours politique, c'est-à-dire que je suis reconnu par le ministère de l'Agriculture, à l'époque c'était M. Barnier, vous avez entendu parler de lui ces derniers temps, qui était ministre de l'Agriculture et qui un jour m'appelle en me disant « Monsieur Biteau, on va vous remettre le trophée national de l'agriculture durable, vous êtes lauréat de ce trophée-là ». Et c'est là où ma vie bascule dans le monde politique. Je suis dans une région qui s'appelle Poitou-Charentes à l'époque, une présidente de région qui s'appelle Ségolène Royal, qui prépare ses élections régionales de 2010. Et bizarrement, au mois d'août 2009, elle vient caresser le cul de mes vaches. Et pas que. Et donc, elle vient surtout me demander... Comment ça, pas que? Elle vient surtout me demander d'être vice-président de la région Poitou-Charentes pour parler d'agriculture. Et c'est là où je conduis des politiques originales, parce que la vérité, c'est qu'elle me donne vraiment carte blanche. Je conduis des politiques originales sur le périmètre de Poitou-Charentes et je suis repéré par des garçons comme Yannick Jadot et José Bové qui me disent « faut vraiment que tu viennes faire ça au Parlement européen ». Et donc je suis allé au Parlement européen ensuite en 2019 et depuis 2024, je suis député à l'Assemblée nationale où j'essaie de ferrailler contre les lois du plomb, contre des infamies comme ça. Et c'est pas facile tous les jours, mais voilà mon parcours politique et professionnel et personnel. Giovanni Prête, vous êtes donc sociologue et vous travaillez sur ces questions alimentaires et les dynamiques sociales. Sur quel angle en particulier? Alors moi, ça fait une quinzaine d'années à peu près que je travaille sur des questions de santé au travail et de santé environnementale. Donc je suis arrivé sur les questions agricoles par la santé au travail. Je le dis parce que pour moi c'est important. On parle beaucoup de santé environnementale, mais j'inclus la santé au travail dans la santé environnementale. Il y a des sociologues, des chercheurs qui souvent souligne que les plus exposés aux produits dont on a parlé ce matin, les pesticides par exemple, c'est les travailleurs agricoles et que c'est un peu des sentinelles de l'environnement en fait, ces gens-là, du fait de leur degré d'exposition. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une quinzaine d'années en m'intéressant aux agriculteurs qui tombent malades du fait de leur exposition aux pesticides et à leur parcours à la fois médical, leur parcours de vie, qu'est-ce que ça fait sur leur exploitation, mais aussi la transformation de cette expérience en expérience politique. Donc j'ai travaillé sur des associations qui ont porté la parole des victimes des pesticides dans l'espace public. Il y a Phytovictimes, le collectif des victimes de pesticides de l'Ouest aujourd'hui. Et puis j'ai continué sur ces questions-là et ensuite j'ai travaillé sur les riverains dont on a parlé à l'instant. Là, je suis en train d'écrire un livre sur la confrontation entre les riverains et les agriculteurs dans différentes
régions de France. Et en ce moment, avec un collègue qui s'appelle Jean-Noël Jouzel, avec qui j'ai écrit, je fais un petit peu de promo, le livre que vous voyez là, qui est en vente là-bas. Et qui sera dédicacé tout à l'heure. Voilà, qui s'appelle L'agriculture empoisonnée, le long combat des victimes des pesticides. Et en ce moment, on travaille avec le docteur Chameau, qui a été évoqué aussi dans les Hauts-de-France, à un projet, en fait, pour s'intéresser à l'expérience des familles dont un des enfants tombe malade du fait de l'exposition professionnelle des parents aux pesticides. Voilà. Donc la question, toujours, moi ce qui m'intéresse dans ces questions-là, c'est comment on construit des savoirs sur ce lien entre santé et environnement, et que devient politiquement ce savoir, et qu'est-ce qui devient aussi dans l'intimité des familles. Alors c'est vrai qu'en cette année 2025, ça ne vous a pas échappé, l'actualité nous rappelle quotidiennement les limites de notre modèle, qui ont été déjà bien explosées aujourd'hui. Bien exposé par nos deux premiers intervenants. Alors, on va commencer peut-être par un état des lieux avec votre point de vue. Est-ce que notre système alimentaire actuel est viable à long terme, tant sur le plan environnemental que social et économique? Benoît Biteau, comment est-ce que vous voyez ça de votre point de vue? Clairement non, parce que, et on l'a vu avec la loi Duplon, c'est-à-dire que si on regarde ce que nous proposait Laurent Duplon dans cette loi, il voulait réintroduire de l'acétamipride, donc un néonicotinoïde tueur d'abeilles, mais qui est un pesticide violent qui traverse la barrière placentaire. Enfin, c'est vraiment une cochonnerie. Mais quand on regarde ce qu'il y a dans la loi Duplon, on se rend compte que seuls 4,2% des surfaces agricoles en France étaient concernées par la possibilité d'utiliser l'acétamipride. Quand on regarde la loi Duplon sur la problématique de l'eau, on sait qu'aujourd'hui, seuls 6% des agriculteurs ont accès à l'eau d'irrigation. C'est d'ailleurs parfaitement méprisant, voire insultant, quand un président de la République, un Premier ministre ou un ministre de l'Agriculture dit qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation. C'est insultant pour les 94% d'agriculteurs, dont je fais partie, qui réussissent à tenir aussi la souveraineté alimentaire sans avoir recours à l'irrigation et qui préfèrent des logiques agronomiques. Et quand on regarde la loi Duplon, on voit que sur les installations classées pour la protection de l'environnement, seuls 3% des élevages sont concernés par ces demandes administratives. Donc on voit bien que la loi Duplon a s'adressé à une frange extrêmement restreinte du monde agricole, les mêmes qui sont ceux qui captent les 80% d'aide publique de la politique agricole commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 81% de la PAC qui est captée par 20% des agriculteurs. Bizarrement, c'est ceux-là aussi qu'on retrouve. Et puis quand on regarde qui pilote le syndicat majoritaire, la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et j'insiste sur exploitants parce que moi je me revendique paysan, je n'ai rien à voir avec ce métier où on utilise le verbe exploiter quand on parle des animaux, des hommes, de la terre. Et donc je me démarque de la FNSEA, mais on voit aussi que c'est ceux-là qui sont aux manettes de la FNSEA. Et donc on avait une loi qui s'adressait à une élite agricole et qui négligeait complètement une partie, la frange la plus importante du monde agricole. Et donc cette loi Duplon montre qu'il s'adresse à ces gens-là et surtout oublie complètement ces agriculteurs-là. Parce que si aujourd'hui les agriculteurs sont en difficulté, si aujourd'hui les agriculteurs sont prêts à manifester, le sujet, c'est le revenu. Et donc, il n'y a rien là-dedans, dans l'utilisation des pesticides, dans des élevages industriels ou dans la création de méga-bassines, qui répondent aux difficultés de revenus. Et si on veut revenir sur l'intérêt de l'agriculture biologique, faire le constat, et c'est pas moi qui le dis, j'ai été député européen pendant quelques années, et c'est juste la Commission européenne qui le dit, on ne peut pas les traiter de complotistes, on ne peut pas les traiter d'écolos gauchistes. Ils nous disent aujourd'hui que ce qui menace la souveraineté alimentaire à l'échelon planétaire, à l'échelon européen, à l'échelon français, c'est l'effondrement de la biodiversité. Ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique. C'est pas la disparition d'une molécule, c'est pas la réduction des engrais de synthèse, c'est vraiment ces sujets-là. Et donc on doit engager l'agriculture, on doit l'accompagner pour qu'elle lutte contre ce dérèglement climatique, pour qu'elle lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Et donc c'est pas avec des lois Duplon qu'on y arrive. Et quand on travaille sur la souveraineté alimentaire, ça passe aussi par la capacité à produire. Et quand on est en capacité de produire, eh bien on dégage aussi plus de revenus. Et je voulais conclure sur une donnée qui devrait nous interpeller, c'est qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire en Europe, si on regarde comment elle est tenue, on fait le constat que 12% des structures agricoles en Europe font encore référence à ce qu'on appelle une agriculture familiale, paysanne et agroécologique. 12% des surfaces. Eh bien, ces 12% de surfaces-là produisent
32% de la production européenne. Donc on voit bien que ce discours qui consiste à dire qu'on a besoin de cette agriculture intensive et productiviste, qui utilise massivement des pesticides et des engrais de synthèse, qui au passage flingue bien sûr le climat, la biodiversité, mais aussi la santé, au premier rang desquels les enfants, n'est pas la bonne réponse aujourd'hui pour tenir la souveraineté alimentaire dont beaucoup parlent sans avoir un échantillon sur eux. Et que si vraiment on veut engager des politiques publiques qui vont vers la souveraineté alimentaire, ces politiques publiques doivent soutenir les structures familiales et paysannes et celles qui préservent l'écologie et le climat. On va en reparler. Giovanni, donc vous, quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la situation ? Je partage l'état des lieux négatif que fait Benoît Biteau. En insistant sur ce qu'il a dit à la fin, sur l'importance aussi de penser les enjeux au niveau global. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la France, j'ai beaucoup travaillé sur des petites régions, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe au niveau mondial. Il y a 10 jours, j'étais à Zurich avec des collègues qui sont des géographes qui font partie d'un réseau qui s'appelle le Global Pesticide Network, et c'est des gens qui essayent de reconstituer la circulation des pesticides, de la vente, de la fabrication des pesticides à l'échelle mondiale. Pour prendre un exemple, un des piliers de l'agriculture productiviste, c'est les pesticides. On a beaucoup de débats en France pour savoir est-ce que notre consommation augmente un petit peu, diminue un petit peu, stagne, et en Europe aussi. En fait, le plus inquiétant, c'est qu'on n'arrive pas à baisser, mais le plus inquiétant, c'est que ça explose dans le monde. En fait, c'est-à-dire que la consommation de pesticides au niveau mondial explose. Le glyphosate, qui est un pesticide qui est très controversé, il a une molécule, donc c'est une molécule active, c'est quelque chose qui est tombé dans le domaine public. Aujourd'hui, l'essentiel du glyphosate, c'est des génériques qui sont produits. C'est pas Bayer qui s'enrichit, c'est des producteurs de génériques qui fabriquent du glyphosate. Et l'essentiel du glyphosate est produit en Chine. Et ce glyphosate qui est produit en Chine est exporté directement en Amérique latine et directement en Afrique. Et en fait, quand on regarde la production de pesticides et la consommation de pesticides avec des statistiques qui sont très imparfaites, ça explose. En fait, ça explose au niveau mondial, et ça c'est très inquiétant parce que évidemment la fiction selon laquelle la dérive des pesticides elle reste locale, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas. On a retrouvé la semaine dernière, il y a une étude, vous l'avez certainement entendu parler, qui est parue. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés à mesurer la présence des pesticides dans les nuages au-dessus du Puy-de-Dôme. Ils ont trouvé des pesticides et ils ont calculé combien ça ferait si on extrapolait à l'ensemble des nuages au-dessus de la France, et plusieurs centaines de tonnes de pesticides qu'on retrouve au-dessus du ciel français. Et donc, il faut avoir aussi une vision de ces enjeux-là. On parlait de l'antibiorésistance tout à l'heure. C'est des molécules qui circulent, qui ne s'arrêtent pas. Et en fait, la dégradation de notre environnement, elle est au niveau mondial. Et donc, moi, je suis très pessimiste parce que même si on prend des mesures qui ralentissent, et encore, c'est même pas du tout ce qui se passe, la loi du plomb le montre, mais en gros, au niveau mondial, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Voilà, on est en train de faire les mêmes erreurs que nous, on a fait dans les années 50, 60, 70 en France, au niveau mondial. Je peux rajouter peut-être une petite chose. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, dans mon travail là, sur les agriculteurs malades des pesticides, dans mon travail sur les riverains, je me suis intéressé un peu à comment ces substances actives que sont les pesticides avaient été mises sur le marché et quelles avaient été les alertes ou les critiques dont elles avaient fait l'objet au moment où elles avaient été mises sur le marché. Il faut arrêter de penser, je ne pense pas que c'est le cas de l'audience ici, mais c'est quelque chose que j'entends assez souvent, qu'en gros, on a cru aux pesticides, on les a vendus, et puis à un moment, on s'est rendu compte que c'était problématique, et là, il y a des acteurs critiques qui les ont, et donc là, on est en train de revenir dessus. Enfin, c'est une vision un petit peu progressiste, si vous voulez, cycliste, l'innovation technique qui se fait contester. Bon, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dès les années 50, dès les années 60, dès les années 70, il y a des acteurs militants, il y a des scientifiques qui ont porté l'alerte très tôt pour dire qu'il y aurait des conséquences négatives. Et en fait, ils ne se sont pas trompés. C'est-à-dire que quand on lit aujourd'hui les revues des années 50, 60, 70, je racontais hier à une table ronde que moi j'ai lu par exemple toutes les archives de la Soil Association, qui est une association de promotion du bio anglaise, qui ont des journaux très, très épais depuis les années 50. Il y a beaucoup de choses qui sont des débats dont on parle aujourd'hui, le lien entre l'aliment, qui sont déjà présents en fait dans les années 50. Voilà, donc la vraie question, c'est pourquoi ces savoirs-là, qui aujourd'hui sont devenus indiscutables, ne sont pas pris en compte par les pouvoirs politiques. C'est vraiment ça le problème, et ne se traduisent pas notamment par des règles d'organisation du commerce mondial qui soient un petit peu plus respectueuses de l'environnement et de la santé.
Et pour aller dans votre sens, donc je ne me suis pas présentée au début, mais je suis journaliste à Radio France Internationale et je fais depuis 15 ans une émission qui s'appelle C'est pas du vent. Et donc je vais beaucoup sur le terrain, notamment en Afrique. Et j'ai souvent vu des agriculteurs qui souvent ne savent pas lire et écrire et en fait mettent des produits sans trop connaître les doses, hein, sans aucune protection. Et en gros, s'ils n'utilisent pas, parce que la révolution verte arrive en Afrique, hein, il y a une grosse offensive, alors que c'était un continent qui en était plutôt préservé jusque-là. Et c'est vrai que s'ils n'achètent pas à la coopérative le kit grains, pesticides, enfin, et tout le kit pour produire, en fait, la coopérative ne leur achète pas leur production. Donc c'est extrêmement pervers parce qu'ils n'ont en fait pas le choix de faire autrement. Et donc la plupart de ceux que j'ai interviewés en fait ont leur champ pour faire pousser ce que eux vont manger et le champ de ce qu'ils produisent pour la coopérative qui va être commercialisée. Donc on voit qu'en effet ça se répand un petit peu partout. Mais avec ce constat assez négatif que vous faites, quels sont les freins au changement? Alors vous avez beaucoup parlé du politique, mais parce que voilà, on a les études, on les a tous, hein, on a vu là juste avant tout ce qui a été évoqué. Qu'est-ce qui fait que, même on parle des choses depuis les années 50, 60, c'est dénoncé, etc. Qu'est-ce qui fait que, en fait, on n'arrive pas à évoluer, même dans un pays comme la France où ça a été dit, on a les meilleurs chercheurs du monde? Non, mais alors, je peux revenir. Moi, j'ai beaucoup écouté les débats hier soir. Il y avait des débats importants. Il y avait une discussion de savoir est-ce que le consommateur finalement est la clé du changement de notre système agroalimentaire. Et on peut, avec cette idée, hein, c'est-à-dire que moi j'ai interrogé des centaines d'agriculteurs et des productivistes, beaucoup parmi ceux-là. J'ai pas du tout interrogé que des gens qui sont des agriculteurs bio. Et très souvent, arrive dans la discussion souvent l'argument, mais vous savez, si les consommateurs achetaient bio, nous on en produirait. Et moi j'y crois pas du tout en fait à cet argument-là. Je n'y crois pas une seconde. Pourquoi j'y crois pas du tout? Parce que en fait, les consommateurs, ils sont mis dans des environnements de consommation. Hein. On le sait très bien. À un moment, on a décidé quand même qu'on allait interdire la vente de Smarties et de M&M's dans les écoles. D'accord. Donc moi qui suis très sensible, j'ai une famille nombreuse. Quand je vais chez le boucher, que je vois mon porc à 5 € ou mon porc à 25 €, je suis déjà en fébrilité quand je dois choisir ce que j'achète. D'accord. Donc j'imagine des gens qui sont beaucoup moins sensibilisés. Donc ça, j'y crois pas du tout. J'y crois d'autant moins que, en fait, le consommateur, il paye déjà une grande partie des conséquences de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire que le traitement des eaux, les maladies qu'il faut payer avec l'assurance maladie, enfin, une partie des coûts de l'agriculture industrielle et de l'agroalimentaire industriel est déjà payée par le consommateur, sauf qu'il ne le paye pas quand il paye sa consommation. Il le paye quand il paye son impôt, qui vient en fait alimenter financièrement les infrastructures de maintenance de l'agriculture industrielle. Parce qu'il faut le voir comme ça, c'est une industrie en fait qui a besoin de beaucoup de maintenance. Et cette maintenance, c'est les hôpitaux qui vont soigner les maladies, les agences de l'eau qui vont devoir filtrer, ou les communautés de communes qui vont devoir filtrer l'eau, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la question? Je pense que c'est assez simple, ce qu'il faut faire. Il faut rendre le coût du système agroalimentaire, environnemental et sanitaire, il faut internaliser ce coût dans les produits. Donc il faut mettre des taxes, il faut mettre des interdictions. C'est mettre le principe pollueur-payeur sur l'alimentation comme ça existe sur d'autres produits. Et l'argument que c'est compliqué, qu'il faut prendre du temps. En fait, moi, pareil, j'aurais pas du tout tenu ce discours-là il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué en fait de ces arguments et beaucoup moins confiant. Voilà. À chaque fois qu'on met en place un dispositif qui vise à essayer de convaincre progressivement des agriculteurs sur la base de volontariat de changer leurs pratiques, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en fait. Et en fait, ce qu'il faut, il faut de la contrainte. Il faut de la contrainte. Et il faut de la subvention pour des gens qui sont vertueux. Mais ces gens qui sont vertueux sont aujourd'hui à la fois moins subventionnés. On a parlé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, de la suppression des subventions pour le maintien dans le bio. Mais ils sont aussi moins subventionnés parce que eux, ils ont moins d'externalités négatives sur l'environnement. Et ça, c'est pas eux c'est quelque chose qui est pas payé par la collectivité, par les impôts. Voilà. Mais Benoît Biteau, vous qui êtes un acteur de l'agriculture, les contraintes, vous pensez que c'est quelque chose qui est possible et entendable aujourd'hui par les agriculteurs?
Moi, je ne suis pas de la team écologie punitive, je suis plutôt de la team écologie incitative. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les freins. Je suis obligé de parler de ma relation personnelle avec mon père. Quand moi je suis arrivé avec mon projet pour reprendre sa structure, qui était lui allé très loin dans l'exact inverse de ce que moi j'ai fait, les freins, moi je les ai tout de suite identifiés. C'est les poncifs habituels. Pas de pesticides, pas de récolte, par exemple. Pas d'irrigation, pas de récolte. Et il lui a fallu 2 ou 3 ans pour faire le constat que sans pesticides, sans irrigation, sans engrais de synthèse, avec des ressources génétiques locales, en plantant des arbres dans les parcelles, en arrêtant le labour, enfin moi j'ai mis tout ça en place en même temps, eh bien non seulement on n'utilisait pas de pesticides, mais en plus on récoltait au moins, voire plus, je répète pour ceux qui auraient des doutes, voire plus que quand on en utilise. Et là, tout son monde s'effondre. Et je vous redonne une phrase qu'il m'a dit un jour, il était en larmes, parce qu'il faut analyser ce que ça veut dire. Ta réussite est violente. Il y a 3 mots dans la phrase. Réussite, violence. Parce qu'il a été pendant 50 ans agriculteur et que pendant 50 ans, il a été bercé par ce discours lénifiant qui consistait à lui dire « tu dois utiliser des pesticides, tu dois utiliser des engrais de synthèse, tu dois faire de l'irrigation parce que tu es investi de cette mission divine, tu dois nourrir l'humanité et que si tu dois nourrir l'humanité, tu dois produire beaucoup ». Et il est resté là-dedans, dans ce discours lénifiant, sauf qu'il s'est rendu compte que pendant 50 ans, il s'était fait complètement berner par ce discours-là. Et ça veut dire qu'à la table du déjeuner du dimanche, il faut affronter le père, et ça, c'est un vrai frein, certainement, pour beaucoup d'agriculteurs. Vous l'avez fait, mais il y en a beaucoup que ça doit rebuter. C'est un vrai frein, mais on parlait de Damien Carême il n'y a pas longtemps, qui dit que la meilleure façon de montrer l'exemple, la meilleure façon de convaincre, pardon, c'est de montrer l'exemple justement. Et donc moi ce que j'ai fait avec mon père, c'est qu'il a pu constater que en montrant l'exemple, il y avait des résultats. Et donc c'est ça la vérité. Et c'est ça qui l'a fait lui se remettre en cause. Mais c'est extrêmement violent et c'est pour ça qu'il a utilisé ce mot-là, que de se rendre compte qu'il a été agriculteur pendant 50 ans et qu'il s'est trompé. Et là, je reprends après ma casquette d'élu. C'est-à-dire que moi, je deviens élu parce que je réussis à faire une autre démonstration. Et je m'autorise justement à faire bouger les politiques publiques parce que je m'appuie à la fois sur mon parcours de scientifique, d'ancien chercheur, mais aussi de paysan qui a réussi autre chose pour dire il faut faire bouger les politiques publiques. Et ça renvoie complètement sur ce que tu viens de dire, Giovanni. C'est-à-dire que il faut arrêter de faire culpabiliser le consommateur en lui disant mais vous êtes des irresponsables, vous achetez pas bio, parce que c'est pas à eux de créer les conditions d'un environnement commercial qui, quel que soit l'endroit où on achète de la nourriture, on va pas être dans un achat qui va alimenter le dérèglement climatique, qui va alimenter l'effondrement de la biodiversité, qui va alimenter la dégradation de la santé. Donc ce que vous dites, c'est que les freins, c'est l'offre aussi. Non, justement, il faut arrêter de raisonner l'agriculture biologique par le prisme de l'économie de marché, par la loi de l'offre et du marché, mais intégrer une approche globale qui fait le constat qu'il y a une agriculture qui préserve une ressource vitale qui s'appelle l'eau qu'on boit tous les jours, qui préserve une ressource vitale qui s'appelle l'air qu'on respire à chaque instant, qui préserve une autre ressource vitale qui est la biodiversité dont on a besoin et donc la santé. Et donc partir de là et se dire qu'on a un modèle agricole qui coche toutes ces cases-là et que ce modèle agricole-là doit être le seul qui doit être soutenu. Et donc quand on est élu comme moi, on doit utiliser 2 outils. Le principe de précaution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment de faisceaux de connaissances qui montrent à combien cette agriculture est particulièrement impactante sur le climat, la biodiversité, la santé. Et donc, il faut supprimer les pesticides. Il n'y a pas d'autre alternative. Et on doit d'autant plus les supprimer que, bien sûr, on a ces faisceaux de connaissances, mais qu'on a aujourd'hui suffisamment capitalisé d'expériences agricoles réussies qui montrent que on peut les supprimer, et contrairement à ce que dit Duplon, pas de suppression sans solution. La solution, on la connaît, ça s'appelle l'agronomie, c'est une science et ça fonctionne. Et donc, principe de précaution. Et l'autre outil, quand on est élu, c'est les politiques publiques. Quand je dis que 81% des aides de la PAC vont à 20% des agriculteurs, c'est proprement scandaleux, d'autant plus que ces agriculteurs-là sont les gros utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse, et que derrière, et ça revient sur ce que disait Giovanni, on doit engager des politiques publiques extrêmement coûteuses pour réparer les dégâts sur la santé, sur l'eau, sur la biodiversité. Et donc,
Ayons l'audace, ayons le courage politique de dire ça suffit. Ces politiques curatives sont un outil de concurrence déloyale avec l'agriculture biologique parce que collectivement on paye la réparation d'une agriculture qui ne devrait plus exister et on redéploie cet argent public vers la rémunération. Et je choisis à dessein ce verbe-là, la rémunération d'agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus que les produits bio qui sont compétitifs sur le marché. Et donc, prenons nos responsabilités dans l'intérêt des générations futures. Arrêtons de soutenir une agriculture qui n'est plus soutenable aujourd'hui et faisons le choix de mobiliser toutes les aides publiques dans ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. Et vous allez voir que ça va bien se passer, et y compris mon père qui était bloqué. Si demain, il y a la manne financière qui lui permet un revenu digne et décent, et on revient sur la crise agricole qui est une crise du revenu, si demain la manne financière est là pour les sortir de leurs difficultés de revenus, bien sûr qu'ils vont faire de l'agriculture biologique, bien sûr qu'on va savoir les accompagner pour qu'ils sachent faire de l'agriculture biologique. Et donc, en vérité, il y a un chemin. Ce qu'il manque, c'est de l'audace et du courage politique et d'assumer de faire disparaître Bayer, de faire disparaître Limagrin. C'est ça qu'il faut qu'on assume quand on est élu dans l'intérêt des générations futures. Bravo. Alors, j'allais dire que je ne pense pas que vous ayez beaucoup de personnes ici qui vous contredisent. À part les faits, malheureusement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vu ces dernières années quand même un détricotage en règle. La loi du plomb étant le dernier épisode d'avancées qui avait été obtenues, je pense que ce soit sur les haies par exemple, sur plein de sujets. Voilà, vous levez les yeux au ciel, mais c'est vrai. Et du coup, vous dites il faudrait, mais on voit que ça n'avance pas dès que la FNSEA lève le petit doigt en disant attention, on va venir avec nos tracteurs sur Paris, on va tout bloquer. On voit Gabriel Attal au milieu sur une botte de paille qui dit au milieu des agriculteurs ah, vous voulez quoi? Ben, ok, on sait tout. Alors on sait tout aux 20% qui ne sont que 20%. Donc Giovanni, vous disiez tout à l'heure, vous avez interrogé beaucoup d'agriculteurs dits conventionnels. J'ai jamais compris ce mot parce qu'on ne sait pas qui a passé la convention avec qui, mais c'est le mot, donc on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ces freins au changement? Parce qu'ils savent tout ce que vient de dire Benoît Biteau. Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer chez ces agriculteurs des questions de génération. Il y a les vieux, il y a les jeunes. Les vieux, ils sont dans une transmission, ils sont dans autre chose, donc ça les concerne plus. Et les jeunes, en fait, ils savent. Alors, qu'est-ce qu'ils savent exactement? Ils savent pas forcément grand-chose, parce ils sont comme nous, les écolos, j'ai envie de dire, ou comme vous, les écolos. Ils sont dans leur monde, dans cet entre-soi. Là, on est entre nous, c'est très confortable. Et les agriculteurs, ils sont pas là. Donc ce qu'on est en train de dire, ils l'entendent pas déjà. Donc ils sont pas là. D'où l'intérêt. Il y en a peut-être quelques-uns qui nous regardent en visio. Mais peut-être. Et je l'espère en fait. Moi, je ne refuse jamais d'aller débattre dans des lieux qui sont des lieux où je vais tenir des positions qui vont être dérangeantes. Voilà. Alors quels sont les arguments justement qu'on vous oppose? Alors les arguments qu'on m'oppose sont les suivants. Le premier, celui que j'entends le plus souvent, puisque moi je parle souvent des pesticides, c'est l'agriculture dont vous parlez n'existe plus. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise beaucoup moins de pesticides et les pesticides qu'on utilise sont des pesticides beaucoup moins dangereux que ceux qui étaient épandus il y a 30 ans. Donc en fait, le problème que vous avez soulevé avec la toxicité sur la santé humaine ou sur la santé environnementale est un problème qui en fait est résolu aujourd'hui. Ça, c'est un argument que j'entends souvent. Et sur lequel c'est difficile de répondre. C'est pointu. Non, mais c'est pas pointu, c'est que c'est difficile de répondre parce que évidemment, ça veut dire quelle pari on fait sur le futur, et quel pari on fait sur la robustesse des promesses qui sont faites aujourd'hui, sur l'innocuité des produits qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Et moi, je réponds toujours quand on me dit ça. Je réponds toujours plusieurs choses. La première chose que je réponds, c'est déjà. C'est pas tout à fait vrai que cette agriculture n'existe plus, puisqu'on continue à utiliser beaucoup de pesticides, et on continue à utiliser des CMR, par exemple. Ça n'a pas complètement disparu. Ça a CMR, diminué. c'est cancérogène, mutagène. Cancérogène, mutagène, reprotoxique. Deuxièmement,
on a des innovations qui sont proposées par des firmes phytopharmaceutiques, des agrofirmes, quoi, de nouveaux produits qui sont très utilisés, qui sont assez récents. On peut prendre l'exemple des néonicotinoïdes, sur lesquels il y a beaucoup d'études qui montrent que ça a un impact sur l'environnement. Voilà, donc ça c'est un deuxième argument. Le troisième argument, qui me semble un argument assez puissant, c'est de dire, non, j'en ai même 4 en réfléchissant. Le troisième, c'est de dire, c'est pas parce qu'on les a utilisées par le passé, ces substances-là, qu'elles n'existent plus. Vous savez ce qu'on retrouve le plus quand on fait des analyses de l'air aujourd'hui comme pesticide, celui qui est le plus systématiquement retrouvé, c'est le lindane. Le lindane, ça fait des dizaines d'années que c'est interdit, parce que c'est très rémanent en fait, hein, et donc on le retrouve. Donc ce qu'on utilise aujourd'hui, ça ne disparaît pas comme ça, hein. Et le quatrième argument, c'est celui, et c'est à mon avis le sens le plus puissant, c'est de dire, en gros, si, comme je vous dis, il faut revenir dans l'histoire, l'opposition aux pesticides, elle date pas d'il y a 10 ans. Elle date d'il y a 70 ans, en fait, largement. Mais ça, c'est un peu décourageant, quand même. Ouais, c'est comme l'opposition. Mais il faut pas, comment dire, la lucidité et l'espoir. Hein, mais l'opposition, elle date il y a 70 ans. Et il y a 70 ans, il y avait des substances controversées. Je veux dire, les premiers pesticides retirés du marché, c'est des arsenicaux. Par exemple, hein, l'arsenite de soude, l'arsenite de je sais plus quoi. Enfin bref, il y en avait plusieurs qui ont été retirés. Puis après, il y a eu les controverses autour du DDT. Puis après, les controverses autour du paraquat. Et à chaque fois, les arguments étaient de dire, quand ils ont été mis sur le marché, c'est des produits plus sûrs que ceux qui venaient avant. Et à chaque fois, il y avait des discours pour nous dire attendez, on n'en sait pas suffisamment pour les interdire. Et donc, moi, je fais le pari qu'en fait, on ne sait pas en fait ce qu'on met exactement sur le marché aujourd'hui. Par contre, ce qui a changé, et ça, Benoît Biteau l'a dit, c'est que les savoirs agronomiques, c'est pas qu'ils se sont développés, mais ils se sont un peu structurés, et la recherche a repris là-dessus. Et il y a des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans, par exemple en France, c'est des trucs comme l'expertise collective de l'INRAE sur la possibilité de se passer de pesticides et des analyses économiques, etc. Donc en gros, je pense que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut faire autrement, et on le sait de façon bien équipée, bien détaillée, hein, pas à une échelle de la ferme, mais à l'échelle d'un système économique. On sait, si on diminue un peu notre consommation de viande, si on change un petit peu nos habitudes alimentaires, on sait qu'on peut changer le modèle agricole. En fait, ça, on le sait en Europe, et que ça ne posera pas de problème majeur. Donc, pour moi, le changement, enfin le rationnel pour un changement de politique publique, il est assez évident, en fait. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous donner la parole si vous avez des questions ou des remarques. Il y a une dame là-bas qui veut poser une question. C'est la dame là-bas, la première à avoir levé la main. La dame là-bas, voilà. Bonjour, je vous remercie parce que c'est une analyse que je trouve très complète, systémique et donc beaucoup plus puissante que toutes les injonctions qu'on peut avoir. Vous avez assez peu parlé de tout le système intermédiaire, coopératif, chambre d'agriculture, etc. et réglementaire. Parce qu'en fait, moi j'ai investi dans une entreprise qui produit des traitements de plantes à base de plantes, un peu comme les huiles essentielles pour les humains. Et elle est régulièrement contrôlée par les fraudes, puisqu'elle n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc pour des produits qui sont complètement naturels. La même chose pour du vinaigre, ou des produits dérivés qu'on fait acheter aux agriculteurs 10 fois plus cher, alors qu'on peut... Et en fait, cette partie-là, je la trouve aussi très intéressante, outre tout ce que vous avez dit sur les revenus, la dérive de la PAC, etc. Est-ce que vous avez des éléments autour de ça ? Je vais vous raconter une anecdote. Je suis député européen et j'ai les producteurs d'huile essentielle qui me disent on est en train de vouloir flinguer les huiles essentielles parce qu'on veut imposer aux huiles essentielles exactement le même parcours d'autorisation de mise en marché et d'homologation que des substances de synthèse qui sont vendues par milliers de tonnes alors que nous on vend des petites quantités dans des petits flacons. Et donc ils viennent me voir en disant faut livrer bataille. Ils ne trouvaient pas de député pour le faire et je dis moi je relève le défi, je vais faire ça avec vous, avec peu d'espoir que les choses bougent, parce que effectivement les forces en présence étaient plutôt du côté de ceux qui voulaient une réglementation. Et ça a basculé, c'est pour ça que je raconte l'anecdote, parce que ça va partiellement répondre à votre question. Le jour où je me déplace à Grasse,
Vous savez ce qui se passe à Grasse. On a les grands parfumeurs qui sont là-bas, qui produisent des senteurs pour les parfums. Et là-bas, les producteurs de parfums me disent on est en train de revisiter, on doit revisiter notre façon de concevoir des parfums parce que les gens veulent de plus en plus de production naturelle. Ils ne veulent plus que dans un produit qui est quand même un produit de luxe, le parfum, on soit soumis à des substances de synthèse. Et je me suis retrouvé avec un allié parfaitement inédit, parfaitement pas prévu, imprévu du coup, qui a été les grands parfumeurs qui disent nous, il faut qu'on défende les huiles essentielles, on va en avoir besoin parce qu'il faut qu'on s'affranchisse progressivement de la dépendance aux substances de synthèse. Et c'est comme ça que je réussis à gagner le régime dérogatoire sur les huiles essentielles à l'échelon du règlement européen. Et la suite est plutôt... Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La suite est quand même inquiétante, c'est-à-dire que de toute ma vie de politique... La pire, alors je l'ai en anglais, mais je ne sais pas si je peux la traduire en français, la pitchy storm, la tempête de merde, hein, voilà, ça donne ça en français, que j'ai pris sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai gagné ce régime particulier pour les huiles essentielles. Donc c'est vous dire que quand même les forces en présence sont encore très actives pour nous empêcher de revenir sur des substances naturelles. Mais il ne faut pas perdre espoir. La preuve, c'est que j'ai gagné ce truc avec les producteurs d'huiles essentielles. Il faut se faire des alliés, en fait. Mais il faut se faire des alliés, mais parfois des alliés inédits. Moi, j'ai un adage, je fais de la politique, j'ai un adage, c'est qu'il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Le jour où je me lance sur le combat des huiles essentielles, c'est un combat qui est annoncé perdu d'avance et il n'y avait pas d'autres députés à côté de moi pour y aller. Ceux qui sont arrivés à côté de moi pour essayer de m'aider à gagner, c'est ceux qui ont, au moment où ils ont compris que les industriels du parfum étaient de notre côté et que, je vais dire les choses, que potentiellement on pouvait avoir des votes des élus de droite, je dis les choses, qui pouvaient voter pour ce que j'étais en train de défendre. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Moi, je suis un optimiste maladif. Et sur la base de données objectives, parce que je suis aussi un scientifique, continuer de mettre le métier sur l'ouvrage et penser qu'avec la science, avec les éléments que nous donne la science, on va peut-être réussir à embarquer les gens. Mais après, il y a un autre sujet, et ça s'adresse à tous les citoyens, ce qui se passe aussi quand on est député, que ce soit à Bruxelles ou à l'Assemblée nationale, on dénonce, on fera un micro-trottoir, les gens ils vous diraient mais c'est les lobbies qui décident. Moi, alors, au risque de vous surprendre, j'ai pas de problème avec les lobbies. Moi, ce qui me gêne, c'est les oreilles qui écoutent les lobbies. Et on a un très bon outil pour couper les oreilles de ceux qui écoutent les lobbies, ça s'appelle le bulletin de vote. C'est-à-dire que si vous décidez enfin de dégager, sans faire de dégagisme pour faire une référence que vous connaissez, de dégager les élus qui sont les oreilles attentives des lobbies, on va gagner. On va gagner, sauf que regardez ce qui s'est passé aux dernières élections européennes, regardez ce qui s'est passé aux dernières échéances électorales, que ce soit les législatives de 2024, et on donne le pouvoir acquis aux oreilles des lobbies. Et donc, coupez les oreilles des lobbies, je m'adresse à vous les citoyens, j'ai besoin de vous, on a besoin de vous, coupez les oreilles des lobbies et utilisez votre bulletin de vote pour couper ces oreilles. Il y avait une autre intervention, Christophe. Bonjour, merci à tous les deux. Moi, je souscris à plein d'analyses que vous avez portées là, mais je voulais revenir sur un sujet, et peut-être en rebondissant sur les élections, mais pas ces élections-là. C'est-à-dire que vous nous avez bien expliqué, notamment M. Biteau, les 80% de la PAC qui vont 20%. On a vu des manifestations agricoles récemment, et au démarrage d'ailleurs, notamment en Occitanie, on a bien entendu beaucoup que la revendication principale était celle des revenus. Ça a disparu après. Et moi, là, j'ai envie de vous entendre un peu sur les phénomènes qui font que ça a un peu disparu après. Comment on fait les élections dans les chambres n'ont pas fait ce que vous nous avez demandé de faire pour les élections politiques, me semble-t-il. Donc comment on va chercher, c'est pour revenir sur la question de ces agriculteurs, c'est majoritaire en nombre d'agriculteurs, mais pas en revenus touchés. Comment on va les chercher pour que s'expriment plus fort des demandes de changement telles que vous l'avez dit. Parce qu'on voit bien aussi, et si je rebondis avec les Français sont plutôt globalement contre les pesticides, pour l'environnement, mais ils aiment les agriculteurs. Et quand ils disent qu'ils aiment les agriculteurs, ils ne font pas forcément cette différence que vous nous avez expliquée. Donc comment on arrive à faire bouger aussi le monde agricole enfin peut-être un petit mot quand même si j'ai peut-être des idées, mais où sont les blocages évidemment, et comment on le fait changer aussi? Mais il faut tout simplement traiter la question, c'est-à-dire qu'on a un problème de revenus dans le monde agricole.
Et donc, et là je reprends ma casquette d'élu, c'est-à-dire que conduisons des politiques publiques qui sont des politiques du revenu, qui sont des politiques de l'emploi dans le monde agricole. C'est ça le nœud. C'est ça le nœud. Sauf qu'on a des gens, et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer que la frange qui était concernée par la loi du plomb est extrêmement faible, que ceux qui pilotent la FNSEA est extrêmement faible. C'est ceux-là qui bloquent tout le système. Mais nous, les élus, est-ce qu'on est le relais de logique corporatiste de quelques agriculteurs ou est-ce qu'on est la logique de l'intérêt commun? Et le sujet pour sortir de cette question-là, c'est qu'il faut sortir cette question agricole d'un débat agricolo-agricole, de cette sphère consanguine qui est complètement verrouillée, j'allais dire vérolée, par la FNSEA. Il faut sortir ce débat de cette sphère consanguine. Et donc, à partir du moment où on replace cette question dans un débat de société, où tout le monde va s'exprimer, et c'est ce qu'ont fait les 2 millions de signataires qui signent la pétition du plomb, on commence à revenir sur des propositions qui sont intéressantes. Et donc, à partir de là, on commence à construire des politiques publiques qui sont des politiques de l'emploi, qui sont des politiques du revenu. Et quand on aura construit ces politiques de l'emploi et du revenu avec les enveloppes publiques qu'on a sur la table, c'est-à-dire les 10 milliards d'euros qui viennent de l'Europe sur la politique agricole commune, et les 70 milliards qu'on utilise pour réparer les conneries de l'agriculture pour laquelle on a déjà mis 10 milliards en amont, on a 80 milliards sur la table en vérité, sans aller chercher 1 centime de fiscalité supplémentaire. Et donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui manque, c'est de l'audace et du courage politique et de se dire quand est-ce qu'on prend l'intérêt commun à bras-le-corps et qu'on va sauver la santé, la biodiversité, le climat, mais aussi les agriculteurs. Et je prends un exemple que vous allez comprendre. Est-ce que vous pensez que si Badinter avait attendu que l'opinion publique soit favorable à l'abolition de la peine de mort, il aurait réussi à faire ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris son courage à 2 mains et il a dit « Je pense qu'il est temps de supprimer la peine de mort ». Eh bien, moi, je m'autorise à comparer ça à la suppression de la peine de mort et de dire « Supprimons les pesticides et mettons les politiques publiques sur la table pour embarquer tous les agriculteurs ». Et quand l'enveloppe sera sur la table, il n'y en a plus aucun qui résistera. Allez, une dernière... question avant de faire une petite pause. Moi, j'avais une question vis-à-vis de Monsieur Prété. Vous avez parlé à juste titre des coûts cachés de l'agriculture industrielle, pesticides, engrais chimiques. Et donc, moi, je pense que c'est un enjeu très important de les rendre visibles aujourd'hui, ces coûts cachés. Est-ce que vous pensez que ça avance de ce point de vue-là, qu'il y a une prise de conscience de ces coûts cachés de cette agriculture chimique industrielle au niveau de la population, ou ça n'avance pas beaucoup? Alors, ce qui avance, c'est qu'il y a de plus en plus de militants qui s'occupent de cette question-là et que le débat sort un peu des débats de spécialistes économiques. Il y a le BASIC, qui est un groupe, une espèce de think tank développement, qui a fait un rapport qui a pas mal circulé. Je crois qu'il est paru il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, les coûts cachés des pesticides, ça s'appelle, où ils font des mesures qui sont très discutables d'un point de vue scientifique. Enfin, c'est très compliqué à calculer, en fait, les coûts cachés, parce que ça pose des questions méthodologiques. Déjà, on ne sait pas combien il y a vraiment de pesticides qui circulent et qui se vendent dans le monde. Et puis, on ne sait pas combien il y a de maladies qui sont vraiment liées. Les épidémiologistes ont des fourchettes qui sont très larges. Et puis, combien on valorise une vie, quand quelqu'un meurt d'un cancer et qu'on peut penser que c'est à cause des pesticides. Est-ce que c'est 50 000? Est-ce que c'est 200 000? Est-ce que c'est 1 million d'euros? On ne sait pas. Enfin, donc c'est très compliqué. Mais par contre, le débat fait un peu son. Voilà, il y a des éléments, il y a des arguments qui. Mais moi, c'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Je pense que c'est pas encore vraiment rentré dans les controverses. C'est-à-dire que ne vous laissez plus dire que le consommateur doit payer plus pour avoir une meilleure alimentation. Et le consommateur déjà paye beaucoup plus que ce qu'il paye quand il paye son alimentation pour son alimentation. Je pense que c'est vraiment, si déjà cet argument-là il circule, il me semble que c'est important, quoi. Et puis juste, j'en profite que j'ai la parole pour revenir sur la question sur l'appareil de développement agricole, sur les élections aussi agricoles. Il y a un vrai problème alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais de gouvernance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture productiviste, c'est pas des agriculteurs qui produisent, c'est un appareil de développement agricole. Donc, c'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui sont en lien avec des instituts techniques, avec des chambres d'agriculture, avec des coopératives, avec des banques, avec une mutualité sociale agricole, avec des lycées techniques agricoles, et que c'est tout ça, en fait, qui produit de l'agriculture productiviste, et que si on veut changer l'agriculture, il faut remettre
Enfin, c'est toute cette infrastructure organisationnelle qu'il faut changer. Et ça, à mon avis, ça demande qu'il y ait des changements qui soient des changements institutionnels. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru la semaine dernière qui parle des malversations dans les chambres d'agriculture. Moi, j'ai entendu, je redis, j'ai interrogé beaucoup d'agriculteurs qui me disent qu'ils sont syndiqués à la FNSEA sans croire que la FNSEA est un bon syndicat. D'ailleurs, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont à la fois syndiqués à la FNSEA et à la Confédération paysanne. Pourquoi ils sont syndiqués aux deux? C'est pas parce qu'ils ont envie de payer 2 cotisations, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des services qu'ils ne peuvent obtenir dans leur chambre d'agriculture que s'ils sont syndiqués à la FNSEA. Ça s'appelle une mafia, ça, non? Non, ça s'appelle... toutes les institutions publiques ont leurs défauts. Et autre anecdote... Quand, dans mes recherches historiques, un jour j'ai rencontré un directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, du ministre de l'Agriculture en 1981, au moment où, vous savez, Mitterrand a pris le pouvoir et il a fait des promesses, il a dit qu'il allait nationaliser des entreprises, qu'il a fait en partie, les 100 promesses de Mitterrand. Et il y avait un programme, on pourrait revenir au programme politique à l'époque du PS, quand ils ont pris le pouvoir en 80, qui était assez ambitieux pour revenir justement sur la mainmise de la FNSEA sur l'appareil de développement agricole. Et en fait, ils se sont heurtés à un mur et c'est quelque chose qui a été rapidement abandonné par le pouvoir Mitterrand en 1980. Et je pense qu'on est toujours un petit peu là-dedans. On peut se poser la question, pourquoi il y a encore un ministère de l'Agriculture ? Posons la question. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quoi, 300 000 agriculteurs ? Voilà. Pourquoi il y a un ministère de l'Agriculture? Pourquoi il y a une mutualité sociale agricole? Pourquoi il y a des institutions spécifiquement agricoles qui existent et qui donc leur donnent du pouvoir? Je n'ai rien contre les agriculteurs. Vraiment, je travaille sur l'agriculture. Je pense que l'agriculture est très importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être intéressant de réfléchir, et je ne suis pas le seul à le penser, et il y a des gens qui le pensent depuis 30 ans, de dire que ce n'est pas un ministère de l'Agriculture qu'il nous faut, c'est un ministère de l'aménagement des espaces ruraux, un ministère de l'alimentation, par exemple, peut-être, mais un ministère de l'Agriculture, par définition, vu les rapports de force, vu les inerties institutionnelles qui se sont mises en place, ça va privilégier des intérêts plutôt que d'autres. Merci beaucoup, merci à tous. On va faire une petite pause.